Richard Randriamandraat, bonjour. Bonjour. Sur le plan économique, Madagascar est confronté à une grave pénurie d'électricité. Qu'est-ce que Madagascar attend de ce sommet de ce jour à Antananarive ? Écoutez, là, dans la déclaration des chefs d'État il y a quelques minutes, on se réjouit que le projet Voulbé va maintenant démarrer très bientôt avec donc la signature de l'accord qui va mettre en place donc la structuration de la société qui va exploiter ce grand barrage qui va fournir 120 mégawatts. Donc de ce côté-là, il y a des avancées. Je pense que les décisions prises jusqu'ici vont dans le bon sens sur le plan économique. La réunion de la Commission est marquée aujourd'hui par la présence du chef d'État d'une grande puissance, c'est le Français Emmanuel Macron. Il y est au titre de l'île de la Réunion. Est-ce que cette présence peut raviver des querelles territoriales ? Non, je ne pense pas. Je pense que les chefs d'État ne vont pas soulever des sujets sensibles. Au contraire, il faut chercher à unir les points de vue face notamment aux enjeux géostratégiques. Je pense que les chefs d'État ont tout intérêt à éviter des sujets qui fâchent ou qui divisent pour faire face aux défis du développement durable, puisque c'est autour des 17 objectifs de développement durable que la Commission de l'océan Indien, en 1982, a vu le jour. Pas l'oublier. Par la suite, la France a trouvé sa place au sein de la Commission de l'océan Indien, au même titre que les Comores, puisque en 82, c'est les Seychelles, Madagascar et Maurice qui ont d'abord créé la Commission. Donc maintenant, tout le monde trouve sa place dans cet environnement. Donc maintenant, je pense que le plan de développement stratégique 2023-2033 va certainement connaître de nouvelles orientations qui certainement vont permettre aussi à nos pays d'aller de l'avant. L'un des sujets qui fâche à la Commission, c'est le sort de Mayotte. La France voudrait que cette île soit éligible au programme de la Commission de l'océan Indien, mais les Comores s'y opposent puisqu'ils revendiquent ce territoire. Est-ce qu'il y a une solution ? C'est un sujet qui, à mon sens, relève de la diplomatie bilatérale entre les Comores et la France. L'un des arguments d'Emmanuel Macron pour Mayotte, c'est de dire que la France contribue déjà à hauteur de 40% au financement de la Commission de l'océan Indien. Oui, la France est le premier pourvoyeur de financement avec l'Union européenne à travers l'Agence française de développement. Mais pour autant, ce n'est pas parce que Mayotte doit faire partie ou être toujours à l'écart de la Commission de l'océan Indien. Je pense une fois de plus que ce sujet relève de la diplomatie bilatérale et je me garderai à ce stade d'apporter un commentaire quel qu'il soit sur ce point. Et est-ce que Madagascar pourrait pencher plutôt du côté des Comores ou plutôt de la France dans cette querelle ? Non, une fois de plus, c'est un sujet, je crois, qui ne relève pas de ce 5e sommet de l'océan Indien. Autre sujet qui fâche, le sort des îles éparses. Il s'agit de ces 5 îlots sous administration française que Madagascar revendique depuis 1973. Ces dernières années, le ton est monté entre Antananarive et Paris. Comment voyez-vous l'issue de ce bras de fer ? Il me semble que l'organisation d'une deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache va se tenir dans les prochains jours. Je crois même que la date du 30 juin a été annoncée. Donc cela augure en fait une période encourageante en termes de discussion et c'est l'occasion de se retrouver autour des aspects sensibles sur le plan juridique, sur le plan historique, qui peut permettre d'asseoir un accord permettant de ne pas fragiliser la situation, par exemple sur le plan de l'équilibre environnemental dans cette zone sensible sur le plan de l'écosystème, de la protection de la faune et de la flore, de la sécurité maritime. Donc c'est une occasion qui va certainement faire avancer ce dossier qui est certainement sensible, mais ce n'est pas un sujet qui va diviser la France et Madagascar. Au contraire, il faut saisir cette opportunité pour revoir un peu les copies sur les positions des uns et des autres. À Paris, certains évoquent la possibilité d'une cogestion entre la France et Madagascar. Est-ce que vous êtes pour un partage de souveraineté ou un transfert de souveraineté ? Je n'ai pas à m'affirmer sur la nature de l'accord qui va se mettre en place. Il revient au chef d'État de se mettre d'accord sur l'aspect qui va permettre d'avoir une situation gagnant-gagnant, si je peux m'exprimer ainsi. Mais du moment qu'il y a un accord qui est mutuellement accepté, sans qu'il y ait, disons, d'amertume ou de sentiment de perte de souveraineté, à partir de là, je pense que tout ira pour le mieux.
En octobre dernier, Maurice a obtenu de la part du Royaume-Uni la promesse de la restitution des îles Chagos, exception faite de l'île de Diego Garcia, qui serait louée par les Anglais pendant 99 ans. Est-ce que cet accord ne renforce pas la position de Madagascar par rapport à la France sur la question des îles éparses? C'est un accord qui peut servir en effet de référence par rapport aux îles éparses. Pour autant, il y a des spécificités. Les atolls des Chagos, puisqu'il s'agit de plusieurs atolls à la fois, abritent une base militaire avec 3000 militaires américains. Donc il y a des spécificités. Ce n'est pas la même situation géostratégique. Mais pour autant, il faut s'en inspirer. Je pense que lorsque l'accord sera définitivement conclu, eh bien Madagascar et la France vont certainement s'en inspirer. Mais la situation n'est pas la même. On pourrait imaginer que la France loue les îles éparses pour 99 ans, comme les Anglais vont louer Diego Garcia pour 99 ans? Bon, une fois de plus, il revient au chef d'État d'en décider. Je pense que l'essentiel, c'est que la France et Madagascar puissent être rassurés sur ce qu'on peut faire pour protéger les intérêts des deux pays et surtout sur l'aspect sécuritaire, environnemental. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de perte de souveraineté de part et d'autre. C'est le point le plus important. Emmanuel Macron a eu ce mot: je viens à cette commission de l'océan Indien pour y défendre la place de la France dans l'océan Indien. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase? Écoutez, la France a, à travers la Réunion, une place privilégiée. La France, partout dans le monde, a une présence. Donc certainement, la France cherchera à maintenir cette position géostratégique importante. Oui, mais ce que disent les Français off the record, c'est qu'ils veulent préserver leur place face aux ambitions des Russes et des Chinois. Alors, vu de Madagascar, quel est le meilleur partenaire? La France, la Russie ou la Chine? Sur ce point, Madagascar a choisi de ne pas choisir entre privilégier tel ou tel partenariat. Madagascar, depuis des années, depuis le président Ratsirak, a choisi une position, dans le temps, on l'appelait une position tous azimuts, c'est-à-dire une ouverture, et je ne pense pas que cette position ait beaucoup changé. L'essentiel, me semble-t-il, c'est de faire en sorte que des partenariats stratégiques solides puissent se consolider et pour que Madagascar puisse continuer à aller de l'avant face aux défis que nous connaissons par rapport à la sécurité alimentaire, puisque cette année, le thème du sommet, de ce 5e sommet, porte justement sur la sécurité et la souveraineté alimentaire pour le développement du marché de l'Indienne-Océanie. Donc, je pense que les partenariats avec la Chine, avec l'Inde, avec le Japon aussi, les États-Unis, la France bien entendu, vont servir justement à consolider les acquis de cette position d'ouverture. Et quand Emmanuel Macron rappelle qu'il y a dans la zone Indo-Pacifique quelques 8000 militaires français, ça vous convient ou ça vous gêne? Non, cela ne porte pas, à mon avis, de menace particulière. D'ailleurs, il faut bien comprendre que le grand chambardement maintenant sur le plan géostratégique fait en sorte qu'il faut bien faire attention sur les éventuels risques de déstabilisation dans telle ou telle région du monde. Donc non, moi je ne m'en offusque pas pour autant. Et est-ce que les attaques des Houthis en mer Rouge ne rendent pas le canal du Mozambique encore plus stratégique pour tous les cargos qui doivent contourner l'Afrique pour aller en Europe et en Amérique? Cette situation dans le corps de l'Afrique est préoccupante, il faut le reconnaître. De plus en plus maintenant, les navires évitent de passer par le golfe d'Aden et le canal de Suez et font le détour par Madagascar et par le sud de l'Afrique. Ce qui veut dire que la compétition entre les Occidentaux, les Russes et les Chinois va s'aiguiser dans votre région de l'océan Indien? C'est possible, mais la réalité, c'est que la mer Rouge est maintenant une zone dangereuse sur le plan sécuritaire. Et c'est un fait. D'où la position stratégique de plus en plus importante de Madagascar et du canal du Mozambique? Oui, le canal du Mozambique a toujours été un canal important en termes de trafic maritime. Donc il est important que les pays riverains, y compris le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, la France bien sûr, et puis Madagascar, les Seychelles, les Comores, puissent continuer à dialoguer pour que ce canal continue à servir donc de passage sécurisé pour le trafic maritime international. Richard Randriamanrat, merci. Merci.